Ali Benerbia ce soir, François Manardo, ils sont là dans l'after jusqu'à minuit, bien sûr. On parle mercato dans cette première partie de l'after. Et on va évoquer le Paris Saint-Germain tout de suite avec François Jingle Manardo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Très bien, très bien. Bon, allez, on va passer sur le jingle. Non, vous avez remarqué comme moi quelques informations aujourd'hui par rapport à la situation de Thiago Motta, qui avait négocié avec le nouveau directeur sportif. Donc, un reversement 24 heures d'ailleurs, parce que nous annonçons complètement. Je m'y attendais, je sentais bizarre. Je veux dire que a priori, il avait donc là, c'est mal trouvé. Voilà, on dirait. Vas-y. Oui, voilà. Tu peux me faire mon avis, s'il vous plaît. Voilà. Donc, a priori, il avait trouvé un accord avec son club de cœur même, on va dire maintenant, et surtout avec Antero Henrique. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que même pas 24 heures après, il se voit arriver une proposition de contrat qui revoit complètement la copie, où il n'y a pas même pas la moitié de ce que Antero Henrique avait promis, et donc Thiago Motta est sur le départ. Indépendamment de cette situation, moi, ce que j'aime bien, même si la méthode elle est contestable peut-être, mais ce que j'aime bien, ce qui est en train de s'affirmer de la part de Antero Henrique. Alors, on ne choisit pas un directeur sportif simplement pour faire du mercato et qui je vais t'acheter, qui je vais te vendre, etc. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est comment je reconsolide, je renégocie les contrats ou pas. Et comment, à partir de là, j'assois ou pas l'autorité de mon club. Donc, on est passé du sélectionneur de Curaçao, vous savez, cette jolie petite île néerlandaise dans les Caraïbes, Patrick Kluivert, pour ne pas le nommer. Qui est originaire de là-bas, c'est ça? Exactement, sa maman est originaire de Curaçao. Donc, on est passé de Casper, non, pas du Suriname, Casper, à Kaiser Antero Henrique. Donc, pendant 17 ans, je crois, il a été l'excellent directeur sportif de Porto. Et par rapport à deux dossiers, que ce soit celui de Verratti, qui est compliqué, ou celui de Motta, je trouve que Antero Henrique, sur ce qu'on a pu remarquer, observer des dernières saisons du Paris Saint-Germain, où on a vu l'autorité de ce club s'éroder, être dissoute, la faute principalement à son président, Nasser El Khelaifi, qui avait pris comme ça le mauvais pli d'avoir un peu trop... Et qui n'avait pas du tout d'expérience dans ce domaine-là. Pas oublier. Un peu trop... Attention. Kluivert. Non, et Nasser. Kluivert et Nasser El Khelaifi. Surtout Nasser. Proximité avec les joueurs. Sur Nasser, c'est pas parce que tu n'as pas d'expérience que tu n'as pas le droit de rapidement rectifier le tir. Il a continué quand même, il continue encore aujourd'hui à passer tous les caprices des joueurs. Oui, parce que à la base, ce n'est pas un président de club. Et les deux, là, si ça vous dérange pas, je peux finir mon avis. Non, changé. Tu ne peux pas On n'a pas le droit de faire des petits avis dans ton avis. Un petit peu des... Non, j'ai pas dit ça, je voudrais juste terminer. C'est une émission de football, pour la démocratie, je suis pas comme notre ami Ali Benerbia. On a le droit de parler des fois. Donc, moi ce que je trouve, c'est que voilà, ce monsieur de Porto, monsieur Henrique, est en train de remettre l'église au milieu du village parisien. Que ça puisse continuer comme ça, même si je l'ai dit, il y a des dossiers compliqués comme celui de Verratti. Je pense qu'il ne faut pas retenir un joueur qui veut partir, c'est mon avis, mais il ne faut pas le laisser partir n'importe comment. Et si tu le gardes, il ne faut pas non plus que le Paris Saint-Germain se défroque. Il faut arriver à avoir un accord qui va dans le gagnant-gagnant, dans de bon sens. Donc voilà, j'aime bien un petit peu cette nouvelle autorité, ou cette autorité retrouvée au sein de ce club. Je pense que c'est de bon augure pour les semaines qui arrivent, et notamment ces 2 mois de mercato. Maintenant, vous pouvez donner vos petits ou grands avis, messieurs. Non, allez, est-ce que tu es d'accord? Complètement d'accord avec François. Il fallait un vrai patron dans le technique. C'est-à-dire, pour moi, le technique, c'est celui qui parle avec le coach, avec les joueurs. Tout ce qui est Jean-Claude Blanc, le club, marketing, sponsor, ce que tu veux, c'est une chose, mais il fallait une personne qui sait que quand un joueur, ou un grand joueur comme Thiago Silva, avait en face de lui Olivier Létang ou Patrick Kluivert, qui il n'y a pas longtemps était encore un ancien joueur, plus ou moins au Nasser, il arrivait à faire un petit peu ce qu'il voulait, ce qui ne sera pas le cas, je pense, avec Henrique, qui est pourquoi? Parce qu'il a du bagou. Il a débuté à Porto où il servait le café. À la fin, il s'est fait servir le café. Donc, c'est une belle image. C'est une belle image. Même si là, a priori, il aurait renversé une partie du café volontairement sur la cuisse de Motta, enfin, par rapport à cette histoire de contrat. Mais ça fait preuve d'autorité. Moi, je suis globalement d'accord. C'est vrai que ça ressemble du pareil coup. Pour Sirigut. Ça ressemble du coup un peu à ce qui se passait avec Leonardo, qui était aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur, parce que autant le Brésilien pouvait, quand il le fallait, arrondir un peu les angles à la brésilienne. Il savait lisser un petit peu parfois les choses, sauf avec le corps arbitral français. Mais là, je trouve que chez Henrique, il y a une façon immédiate et juste
d'asseoir son territoire et son autorité. Et ça, il faut tout de suite le faire. Si tu laisses un petit peu de marge aux joueurs, il sera capable d'expliquer à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne faut pas qu'il invite les joueurs à dîner chez lui, qu'il ne faut pas qu'il intervienne quand les joueurs viennent le voir, pas au moins de petits caprices, etc. Est-ce que tu penses que, je sais pas, toi, tu connais un peu Nasser Al-Khelaifi, est-ce qu'il est capable de s'effacer un petit peu devant le directeur sportif du PSG? Je pense que s'ils ont recruté Enrique, je crois que c'est pour ça en fait. Nasser est beaucoup pris, énormément pris. Il a trop de casquettes entre Beansport, entre le Paris Saint-Germain, entre QSI, non, le tennis. Oui, il est président de la fédération de tennis. Et plus quand même, politiquement Ali. en ce moment, bras droit quand même de l'émir, qui est Cheikh Tamim. Ouais, dans une situation ça fait politique beaucoup de choses. Et il voulait surtout recruter quelqu'un qui règle les problèmes, mais de A à Z. Et qui plus est, Enrique lui a dit « Oui, je viens, à une condition ». Il lui a dit oui, mais non, une fois, oui, mais non, deux fois. Et à la fin, il s'est rendu compte, je pense, Nasser et sûrement l'émir du Qatar, qu'il fallait vraiment quelqu'un qui soit entre. Il y a une condition, mais laquelle? Il n'y a plus de. Que c'est lui qui est le. Plus de passe-droit. Plus de discussions directement avec Nasser, ni avec l'émir, ni qui que ce soit. C'est quand même une formidable. Vous connaissez l'anecdote de Benzema, de Ben Arfa qui va voir l'émir à l'entraînement? Après que je rajoute quelque chose on l'a raconté plusieurs fois. Ben Arfa, l'émir actuel du Qatar qui était à Paris il y a quelques semaines, avant les problèmes diplomatiques, est venu à l'entraînement. Et Ben Arfa va le voir en se plaignant, en disant oui, non mais moi je suis pas content, mon temps de jeu, mes trucs. Et là, l'émir il a fait moi, c'est pas s'il y a une chose qu'il faut pas faire, c'est bien ça. Tu sais, Gilbert, là, il y a un tel, c'est avec eux que tu discutes. Et l'émir, il est quand même bien vexé. Il a dit derrière, attendez, qu'est-ce qu'il fait celui-là là Et puis à la base, l'émir, c'est militaire. L'émir du Qatar. Différent de son frère cadet Cheikh Jassim, qui était plus, je me souviens plus, mais lui, il a fait la section militaire. Lui, c'est des codes très 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 précis dans le relationnel. Non, il a fait la section militaire, je veux dire, et après se retrouver émir du Qatar. Tu viens pas lui demander l'heure. Et là, je pense que ça n'a pas du tout lui plaire. Bon, voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, parce que vous m'avez recoupé, les amis. Non, mais par rapport à cette situation que tu décris, Ali, c'est quand même formidable de constater cette manie du projet Paris Saint-Germain, depuis que QSI est arrivé, à faire comme ça de grands détours. Au début, c'est top avec Ancelotti et Leonardo. C'est lancé, sauf qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, ils veulent virer Ancelotti à la moitié quasiment de son bail, après les défaites à Reims et Nice. Leonardo se barre, Ancelotti se barre, et puis ils prennent blanc, Gasset, avec le succès qu'on sait en France, mais au niveau de la Champions League, ça passe pas un certain niveau, et puis après je te recrute Kluivert, et puis je te mets Kluivert avec un directeur sportif qui ne l'était pas au début, mais qui est adjoint, et qui n'est plus adjoint, mais qui est là quand même. L'impression qu'une perte de temps dans la montée en puissance de ce projet qui peut-être traduit ce que tu disais, Gilbert, sur le manque d'expérience de Nasser Al-Khelaifi. Damiano, 32-16, est avec nous, supporter du PSG. Damiano, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Damiano. Est-ce que tu es d'accord avec François? Déjà, comme j'ai écouté hier soir Ali, de façon générale, je pense que je fais partie des auditeurs, les rares auditeurs qui n'ont pas loupé une émission depuis la première émission post-Lyon au Milan. Mais vraiment pas loupé une émission. Donc du coup, fidélité, un cadeau, un t-shirt de l'after. C'est pas un t-shirt. Damiano, il est déjà d'avoir 10 des t-shirts de l'after. C'est vrai que j'en ai pas mal. C'est un téléviseur là qu'il faut, un écran 16/9. On en verra quand on en aura des nouveaux. Tu as le maillot de Daniel Rillo. Et donc, alors, si tu as écouté depuis le début là. Alors, comme j'ai écouté religieusement l'after, y compris hier soir, Ali a dit quelque chose de très juste, et en plus ça nous apporte son expertise, parce que nous on n'est pas capable de le savoir. Il a dit que les Qataris sont des gens affectifs. Donc Nasser est aussi quelqu'un de très affectif, et au bout d'un moment, les joueurs peuvent un peu abuser de cette affection à outrance, devient un peu copain-copain. Ouais. Et donc du coup, en fait, s'il a ce caractère-là, on ne peut pas changer son caractère. C'est très bien d'avoir quelqu'un qui est un négociateur un peu plus féroce, un mec un peu plus fin. Ça montre surtout ce qui se passe, qui est très positif avec Enrique, à quel point le PSG a perdu 4 ans et la mauvaise transition post-Leonardo de rester sans directeur sportif, en sachant que Nasser avait ses caractéristiques très, voire trop proches des joueurs.
Donc moi je suis très enthousiaste parce que c'est un type qui vient avec un réseau très important, avec surtout une capacité de négociation féroce. On le voit avec l'affaire Mota où il ne lâche pas. Un mec comme Pépé qui pour moi, moi je peux pas comprendre les sceptiques parce que on a vu l'Euro dernier, on a vu même cette année les matchs où il était en forme contre le Napoli. Enfin, c'est un type, tu vas passer une fois, la deuxième fois tu vas prendre un coup de coude dans la bouche. C'est un truc qui manque au PSG, quoi. C'est un mec, c'est un défenseur extraordinaire, Pépé. Enfin, un mec qui vient quand même gratos, quoi. Il va avoir un beau salaire, mais il vient en fin de contrat. Enfin, là, Fabinho, on va moi je te rejoins, je milite pour que le PSG prenne ce joueur, qui fera beaucoup de bien. Même s'il n'est pas toujours titulaire, effectivement. Et puis il faut revenir aussi par rapport à Sirigu. Qui voulait énormément d'argent pour partir, il attendait. Et je pense que face à Enrique, ça a pas dû, qui a vraiment l'habitude de ces cas-là. Et à Porto, on en a vu des grands joueurs, des gros contrats partir, des gros financiers, et il en faisait partie. Et je pense même que c'est lui qui a fait plus ou moins les gros contrats financiers partis avec les gros salaires pendant ce laps de temps où Pinto da Costa là, il a envoyé du lourd. Donc voilà, moi je suis d'accord avec ça. Donc il y a beaucoup d'intérêt à Enrique. Il y a d'abord un intérêt financier, parce que c'est un mec qui, même si les Qataris ont des valises de pognon, il va pas lâcher les sous de façon bête, il va dépenser l'argent de façon très intelligente, il va faire des économies au club qui est toujours quand même soumis au fair play financier. Et puis il y a un intérêt psychologique. Le fait de dire non, ça a une certaine autorité de l'institution du club. C'est très important de savoir dire non. Rappelez-vous cette phrase très importante, moi qui m'avait marqué à l'époque, où Ronaldo vient faire son chichi chez Florentino Pérez, qui lui répond: si tu nous avais dit plus tôt, on aurait acheté Messi, Cristiano. Il fallait nous le dire juste avant. Mais c'est une phrase, tu te rends compte, tu dis ça à un triple ballon d'or. Mais c'est hyper important dans tous les grands clubs. L'autorité, c'est hyper important. Mais tu peux enlever grand, hein. Dans tous les clubs, c'est important. Puisqu'on parle d'une malheureuse disparition, celle de Louis Nicolas, je pense qu'il faisait partie de ces grands dirigeants qui savaient parfaitement et quand il fallait dire non. Et pourtant, il était dans l'affectif aussi. Mais c'est être dans l'affectif aussi. Louis Nicolas, c'est quand même lui qui a inventé la triple prime dans le vestiaire. Il savait aussi dire oui. Mais c'est les deux, c'est un équilibre, évidemment. Mais là, on parle d'un Paris Saint-Germain qui s'est transformé à la fois en vache à lait, en mère poule, entre le départ d'Ancelotti et Leonardo, et maintenant peut-être l'arrivée de Enrique. Comme je disais, qui remet l'église au milieu du village. Je crois que c'est le bon moment. C'est le bon moment, il leur fallait un patron, peu tard aussi, un patron technique. C'est jamais trop. Mais tu sais, non, c'est jamais trop tard, d'accord. Ça fait pas 15 ans pour un club comme le PSG. Non, mais il y a eu une perte de temps, alors que quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu fréquentes les grands clubs européens, parce qu'il n'y a pas que les compétitions, les séminaires, les réunions, etc., tu vois comment les clubs sont fichus. Moi, j'ai travaillé cette saison avec Séville. L'organigramme qui fonctionne, c'est toujours le même. C'est un triptyque. Le président, le directeur administratif et le directeur sportif, et basta cosy, pas plus, pas moins. Et ça fonctionne. Là, on avait une usine à gaz. On a entendu Michel Denisot qui nous a dit il a fallu 5 ans pour que je m'assoie un petit peu à la table et que les autres ils me prennent pas pour un con, les présidents du Bayern, les présidents du Barcelone. Mais Michel Denisot, il n'avait pas un dixième des moyens que QSI a apporté au Paris Saint-Germain. Il parlait pas de moyens, il parlait juste de s'asseoir à leur table. C'est pas qu'une question de moyens. Et dans l'organigramme, tout était bien prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas trop Ancelotti, c'est le problème Leonardo qui a tout cassé, parce que c'est la pierre, l'édifice, tout a été recruté et pensé par Leonardo. Quand les Qataris ont débuté, tout a été fait par rapport à Leonardo. Attention. Oui, non, mais évidemment, mais tu m'enlèveras pas de l'idée que le meilleur entraîneur qu'ils ont eu, c'était Ancelotti depuis que le projet a commencé. Damiano, t'as fait le tour ? Pas sûr. Moi, je voudrais rajouter juste une chose qui est très importante. C'est que moi, pour quelqu'un qui est quand même un a priori très positif pour Emery, qui suis quand même très fan un peu du type, de ce qu'il a fait à Séville, cette année maintenant, on lui a beaucoup reproché, la saison qui est passée, on lui a beaucoup reproché, et surtout on l'a beaucoup excusé par le fait justement du problème de gestion, de gouvernance, du club, du manque d'autorité. Maintenant, cette année, avec Enrique, avec l'institution qui va être un peu plus respectée, Emery n'aura plus d'excuses. Attention, cette année maintenant, Emery, on ne peut pas dire les joueurs sont partis voir Naples. C'est la dernière année alors. Totalement. Là, il a un plein de contrat. Merci Damiano. Merci à vous. Bonne soirée. Bravo pour la fidélité. Bonne soirée. Bravo. Oui, continue de nous être fidèles. Parle-en à tes amis, comme dirait l'autre.
Dans quelques instants, Lyon, messieurs, au programme. Mais juste avant, je vous signale que c'est fait. L'Allemagne remporte l'Euro Espoir 1-0 en finale face aux Espagnols de Deulofeu, dont on reparlera tout à l'heure, puisqu'il revient au Barça, ce joueur qui était en Angleterre. Et donc 1-0 pour les Allemands. On pensait les Espagnols plutôt favoris en finale, après la démonstration qu'ils avaient fait en demi. On a vu que défensivement, cette équipe Espoir allemand défend comme l'équipe à prime qu'on a vu là pendant les confédérations. Et pas loin d'attaquer aussi de la même manière. C'est une grande maturité. Mais bon, une belle équipe espagnole aussi. Mais bon, vous connaissez le slogan de Mercedes ? Wir sind die Besten. Nous sommes les meilleurs. Et c'est un slogan qu'on pourrait parfaitement appliquer à la fédération allemande et ses sélections, parce que championne du monde en 2014, la championne d'Europe et une sélection à prime, comme tu l'as dit, qui est, même si c'est un tournoi qui vaut ce qu'il vaut, qui est en finale de la Coupe des Confédérations. Kopke. Oui. Ils en pleurent, les Allemands. Kopke à l'OM, c'était la première fois qu'on voyait un mec qui bloquait pas les ballons. C'était fantastique. J'avais mis un joli coup franc. Tu as mis un joli coup franc, Kopke ? Il avait rien bloqué. Il l'avait vu passer, c'est ça ? Non. Lucarne, 30, ça fait plaisir. Mais face à un grand gardien, ça fait plaisir. Oui, donc il a vu passer, quoi. Ouais. Il a plongé quand même, c'est bien. Un peu. T'as remarqué que dans l'after, on prend que les mecs qui mettaient des coups francs. Roten, Benarbia, Manardo, Gautreau. Dans quelques instants, Lyon au programme. Lyon qui a recruté encore aujourd'hui. Et moi, je vais vous parler de Juni dans quelques instants avec toutes les infos lyonnaises et le reste de l'actu mercato, bien sûr. C'est l'after qui revient tout de suite. Et n'oubliez pas, juste après 23h, les chapeaux des 6-8 chapeaux, donc des milieux de terrain au programme avec nos drôles de là-bas. Tout de suite dans l'after.